8e épisode de notre grande série consacrée aux paysans bretons pendant la guerre 14-18. Profitez-en, c'est une première, car à ma connaissance, il n'existe pas de série qui ait jamais été faite sur ce sujet. Aujourd'hui, nous allons parler des chevaux, et plus particulièrement des chevaux de trait, et nous expliquerons pourquoi. De nos jours, beaucoup s'imaginent qu'il n'existe que des chevaux de selle ou des poneys. Or, au début du siècle dernier, c'est le cheval de trait qui primait, et on le voyait partout dans les campagnes, avant qu'il ne soit remplacé par le tracteur. Avant de se pencher sur cette passionnante question, abordons rapidement le sort de ceux qui les connaissent bien, et que vous aussi, vous commencez à mieux connaître au fur et à mesure que vous regardez cette série. Je veux parler de nos braves paysans bretons de Saint-Laurent-Plémy. 19 sont partis à la guerre depuis le 3 août 1914. Et à la fin de cette année 1914, on compte parmi eux 3 prisonniers, dont le frère d'Ange Queret et le cousin germain de Pierre Villon. Ce qui est assez incroyable, c'est que parmi tous ces conscrits, pas encore un seul n'ait été tué. Alors qu'ils sont pratiquement tous dans l'infanterie, c'est-à-dire en première ligne. Mais, dans le reste de la commune de Plémy, on pleure déjà de nombreux morts, alors que cette petite ville compte à peine 3000 habitants à l'époque. Dans une armée, il n'y a pas que les hommes de troupe. Il y a aussi les voitures à 2 roues, les voitures à 4 roues, et il faut bien des animaux pour les tracter, les faire avancer. Et cela nous en amène à notre thème du jour, les chevaux. Les chevaux ne sont pas les seuls animaux à avoir été utilisés pendant la Première Guerre mondiale. On estime à 14 millions le nombre d'animaux déployés à proximité ou sur les champs de bataille. Des brebis, des ânes, des bœufs, des mulets, des chiens, des pigeons, et bien d'autres encore. Pour nourrir les troupes, les vaches, les lapins et autres volailles subissent un sort plus expéditif. Mais les chevaux ne sont pas épargnés non plus. Nous avons déjà parlé des chevaux de selle utilisés dans la cavalerie dans l'épisode précédent. Ils étaient estimés à 200 000 avant le déclenchement de la guerre. Mais nos consultants ont démontré combien ils avaient été cachés, gaspillés durant les premiers mois du conflit. Ces chevaux et ces cavaliers étaient de ce qu'on pourrait aujourd'hui comparer à nos commandos. C'est-à-dire que les cavaliers sont des gens qui sont surentraînés. Ce sont des vrais guerriers qui sont capables de partir à l'assaut. Et à l'assaut avec des chevaux au galop, ça va très très vite et c'est très très violent. Hélas, les chevaux n'aiment pas 2 choses dans les guerres. Ils n'aiment pas les fils de fer barbelés et ils n'aiment pas les mitrailleuses. Et les Allemands, ils avaient tout ça. Nous allons par conséquent nous intéresser aujourd'hui aux chevaux de trait. Autrement dit, aux chevaux lourds, et ce pour 2 raisons fondamentales. La première, c'est que jusqu'à la fin du conflit, ces chevaux ne cesseront d'épauler nos hommes de troupe, et ce au prix de 1000 souffrances, car ils sont non seulement affectés au transport de troupes, de ravitaillement, de canons. À ce propos, Jacques Tarot va nous donner quelques explications. Pour un canon de 75, il en faut 4 ou 6, et autant pour tirer les derrière les munitions. Quand tu déplaces un canon, il faut quand même déplacer les... Il faut lui amener des munitions, donc, parce que ça va... Quand tu tires 10 ou 12 coups, pratiquement, c'est plusieurs coups à la minute, surtout le canon de 75, il faut l'alimenter. Hein. Donc, et quand des fois il tirait 1000 coups dans une journée, enfin, c'est des choses inimaginables. Donc automatiquement, il faut des chevaux, et puis c'est des allers-retours sans cesse, en fait. Hein. Tu ne te contentes pas, tu amènes un chariot et des munitions, tu repars en chercher un autre. 3-4 km plus loin et tu recommences, et ainsi de suite. Quoi. Et puis après, il y avait les autres chevaux, c'est-à-dire les chevaux de trait, ceux qui étaient employés pour tirer les chariots, alors les trains régimentaires, l'artillerie, les chevaux qui étaient pour les caissons de munitions. En Bretagne, il y a un réservoir de troufions pour l'infanterie et il y a un réservoir de chevaux pour la cavalerie. La cavalerie et puis aussi pour l'artillerie parce que les canons, il faut bien les transporter. Hein, donc ce sont les chevaux qui les traînent. Alors bien souvent, c'est plutôt les chevaux de trait qui vont être chargés d'emmener les canons. Deuxième raison, parmi ces chevaux lourds, on pouvait trouver des races telles que l'Ardennais, le cheval de trait breton, le breton postier, le percheron et bien d'autres encore.
Hein, la cavalerie, elle est aussi bretonne, hein, une bonne partie. Parce qu'en Bretagne, on est là en terre de cheval. Hein. Mais la cavalerie est très présente parce qu'il y a un réservoir de chevaux en Bretagne. Hein. On va réquisitionner les chevaux. Ce qui posera d'ailleurs problème aux pauvres femmes, aux enfants et aux vieillards qui devront se substituer à l'absence du soldat, c'est qu'il va y avoir de moins en moins de chevaux dans les fermes. Hein. Deuxième raison, disais-je, c'est la familiarité qu'ont nos paysans bretons pour ces animaux qui sont leur gagne-pain, leurs compagnons de travail, au champ, pour les corvées de fumier, pour les moissons, pour les labours, etc. Avant que n'éclate ce suicide de l'Europe, ils les nourrissaient, les soignaient, leur donnaient un prénom. La jument d'Angequeray, par exemple, s'appelait Rosette. Celle de Jean Doré s'appelait Bergère. Le cheval de Pierre Chapin s'appelait Mouton Noir. Pierre Veillon, lui, avait des bœufs sur lesquels nous n'avons aucune information. Et enfin, Jean Caraud avait lui aussi une jument qui s'appelait Bergère. Attardons-nous sur Jean Caraud, car c'est l'un des 5 caractères dont nous avons le moins parlé. Mais c'est aussi la personne sur laquelle nous disposons le moins de renseignements. Cavalier au 24e Dragon à Dinan, de 1900 à 1903, il est incorporé au 50e régiment d'artillerie de campagne, fondé en 1910 et basé à Rennes. Il nous a été impossible de déterminer la caserne d'où sortait ce régiment spécialisé dans l'artillerie. Alors, de quelle caserne s'agit-il? La caserne Duchesse Anne? La caserne Saint-Georges? Celle de l'Arsenal? Celle de Guines? La caserne Bon-Pasteur? La caserne Colombier? La caserne de Kergus? La caserne de Marguerite? Ou enfin la caserne de Marc-Mahon? Si vous avez la réponse, votre contribution sera la bienvenue. Si pour un régiment d'infanterie, il faut environ 180 chevaux, pour un régiment d'artillerie, il en va tout autrement, puisqu'il en faut plus de 2000. 2000 chevaux qu'il faut étrier, panser, soigner, nourrir. 2000 chevaux dont il faut curer les sabots, entretenir les selles et les harnais, assurer le nettoyage de l'écurie. Toujours est-il que mon arrière-grand-père va s'occuper de ces chevaux, dont la plupart tirent des pièces d'artillerie ou tirent les convois de ravitaillement. Ah, lui, c'est un réserviste qui part à 35 ans. Parce qu'il est de 79, c'est vraiment pas un gamin, quoi. Et il va partir effectivement dans l'artillerie. Il a fait son service dans la cavalerie. Et donc en tant que réserviste, il est mis dans l'artillerie parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de chevaux. Donc il sait sûrement se servir à la fois en tant qu'agriculteur et à la fois par rapport à son service militaire, il sait s'occuper des chevaux, de tout ce qui tourne autour, puisque l'artillerie n'est que hippomobile à l'époque. Et il va aussi faire différentes unités, donc il va terminer dans l'artillerie lourde. Enfin, vu qu'il a fait son service dans la cavalerie, il ne pouvait pas être spécialiste artilleur. Mais par contre, au niveau des chevaux, il devait avoir effectivement une grande utilité, quoi. Pendant ce temps, au village de Saint-Laurent-Plémy en Bretagne, c'est son fils de 7 ans, Jean-Baptiste, qui mène les chevaux, et sa pauvre mère qui pousse la charrue. Tu penses, papa, il nous a raconté, son père est parti à la guerre, il avait 7 ans. Ben, il montait dans les arbres pour couper du bois, pour que sa mère puisse faire des galettes. Tu comprends? Avec du bois vert. Et puis, il allait avec elle dans le clos, lui venait les chevaux, lui, à 7 ans. Devine un peu. Puis, tonton Gata avec 5 ans, et tonton José, 3 ans. Tu te rends compte? Elle restait toute seule avec 3 gosses. Comme nous n'avons pas la moindre photo du fils de Jean Caraud, observons son arrière-arrière-petit-fils, Amaury. Ces images, tournées en 2015, nous le montrent à 7 ans, à proximité d'un cheval de trait. Un petit bout d'homme face à un géant qu'il faut diriger, sinon la famille risque de mourir de faim. Les 4 ans de guerre vont coûter la vie à plus d'1 million de chevaux, rien que pour l'armée française. Nous aurons l'occasion de revenir sur le sacrifice de ces chevaux tout au long de notre série. L'hécatombe des chevaux est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que les chevaux, on les soigne pas, on les abat. Le cheval ne se plaint jamais. C'est-à-dire qu'il est dressé pour faire ce qu'on lui demande de faire, et il le fera jusqu'au bout, jusqu'au moment où il va tomber. Et là, il ne se relèvera pas.
un cheval, normalement, aurait dû être employé à la guerre de 14 comme les unités combattantes, c'est-à-dire avec des périodes de relève, c'est-à-dire des périodes où on aurait fait simplement le nécessaire convenable, c'est-à-dire le déceler, le soigner, le panser, le nourrir convenablement, l'abreuver convenablement. Ça a l'air de rien, mais un cheval qui bouge toute la journée et qui est dans la boue, il ne boit pas, il n'a rien, et ce cheval est a priori voué au sacrifice. Ça, c'était des chevaux qui étaient complètement sacrifiés, c'est-à-dire des chevaux de force. Ils étaient sacrifiés tout simplement parce qu'ils étaient utilisés par des gens qui ne savaient pas qu'un cheval, c'est un être qui va faire son effort jusqu'au bout, sans rechigner. Et puis un jour, il va tomber mort. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de... C'est pas un être qui va donner les prémices de ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'il ira jusqu'au bout, et à un moment donné, on sera obligé de le dételer, de le mettre dans le fossé. Et ça, les gens n'étaient pas au courant de ça, de cette capacité des chevaux d'aller jusqu'au bout de leur devoir. Mais c'est vrai que le cheval est très peu considéré dans cette guerre, quoi. Oui, c'est un outil. C'est un outil. Un moyen, oui. On le voit dans certains documentaires quand même, bien souvent des images assez atroces, parce que les chevaux, ils sont abandonnés là où ils ont été fusillés, enfin, où ils ont reçu des éclats d'obus, par exemple, et on voit ces ventres gonflés, etc. On a pitié pour ces pauvres bêtes qui sont là, quoi, ou les bœufs également. Mais c'est vrai qu'on en parle très très peu. On dit souvent que le récit historique, ou l'histoire en général, nous en apprend beaucoup plus sur nous-mêmes que sur la réalité des faits de l'époque. Que ce qui était considéré comme n'étant pas un sujet l'est devenu de nos jours parce que nous sommes plus sensibilisés sur la souffrance animale. Je reste pour ma part convaincu que ces paysans de Saint-Laurent-Plémy ont dû avoir souvent le cœur meurtri de voir comment étaient traitées ces pauvres bêtes. Car eux les connaissaient au quotidien dans leur travail.